thème de ce soir, c'est les 10 distorsions, les 10 façons erronées que l'on a de percevoir les choses et qui contribuent à générer des émotions négatives. Et qui contribuent également, donc par voie de conséquence, à entraîner des altérations dans la qualité de la relation. Un psychologue américain, en fait, qui s'appelle David Burns, qui, je ne sais pas si vous connaissez les thérapies cognitivo-comportementales, ça vous parle? Les thérapies cognitivo-comportementales. Ouais. Donc c'est un américain, en fait, qui a travaillé avec les personnes qui étaient dépressives. Et puis, en voyant une personne dépressive, il a étudié un petit peu le discours des personnes dépressives. Il a pu voir, en fait, des choses, en fait, qui revenaient. Et ils avaient une perception de la réalité qui contribuait à maintenir, en fait, à les maintenir dans un état de dépression. Et il s'est dit, mais comment ça se fait que ces personnes-là, alors que d'autres partagent et vivent exactement la même chose, ne réagissent pas de la même façon, tandis qu'eux réagissent par la dépression? Comment ça se fait? Quelles sont les manières qu'ils ont de voir les choses et qui entraînent, en fait, la dépression? Maintenant, je vais vous présenter, en fait, toutes ces distorsions. Ça ne veut pas dire que si vous repérez que vous avez une distorsion qui est un peu plus fréquente que d'autres, ça va vous amener vers la dépression facilement. D'accord? Mais en tout cas, dans la dépression, je ne sais pas si vous avez déjà connu des épisodes dépressifs. Bien sûr. Il y a pas mal de ces éléments. C'est la pensée dichotomique. Oui, je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Vous voulez en quelle langue? Allemand, anglais, chinois, arabe, polonais. C'est la dernière langue auquel je me suis formé là. La pensée dichotomique, c'est une pensée en fait qui scinde les choses en deux clans. C'est la pensée en fait dualiste, le bien, le mal, l'échec, la réussite. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais c'est une pensée en fait qui fait qu'il n'y a pas de nuance dans les choses. Et on retrouve ça beaucoup en fait chez les personnes qui sont dans le perfectionnisme. On dirait que c'est tout blanc ou tout noir. Tout blanc ou tout noir, voilà. Tout blanc, il n'y a pas de nuance possible. Donc la pensée dichotomique, c'est la pensée de voir les choses, soit tout blanc, soit c'est la souffrance totale, soit c'est le bonheur. Et c'est une pensée qui, quand elle est développée, un mode de pensée qui, quand elle est développé, conduit au trouble bipolaire, en pathologie. Vous connaissez les troubles bipolaires, hein? La personne est tout d'un coup euphorique, donc elle est dans des phases maniaques, et après elle passe dans des phases plus dépressives ou hypomaniaques. Ensuite, une autre façon de voir les choses, un autre mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle les inférences arbitraires. En fait, c'est tirer des conclusions hâtives. Okay. Une personne croise un ami dans la rue, et ce dernier ne le salue pas parce qu'il ne l'a pas vu et qu'il est perdu dans ses pensées. L'inférence arbitraire, qu'est-ce que c'est? Ça va être de penser que cette personne m'ignore et que finalement la personne n'est pas, c'est pas tant un ami que ça. Ensuite, vous avez aussi la tendance à ce qu'on appelle l'erreur de prévision. Alors, ça s'illustre comment? C'est la tendance à prévoir le pire, à se convaincre que la prédiction est confirmée par les faits. C'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisantes, mais négatives. Ou alors, même chose, vous envoyez un email à quelqu'un, et puis vous attendez, ou un SMS, et vous attendez en fait 1 jour, 2 jours, toujours pas de réponse. Et du coup, plutôt que de vous dire que la personne n'a pas eu le temps, il y a de suite, en fait, on imagine le pire des choses. Ensuite, une autre chose, et là on va parler de la généralisation, c'est d'avoir tendance à généraliser à outrance. Un exemple. Donc un jeune homme timide réussit à faire une invitation à une jeune fille, et cette dernière refuse poliment son offre en lui expliquant qu'elle avait déjà planifié quelque chose ce jour-là.
Et le jeune homme se dit alors, je n'arriverai jamais à sortir avec une fille. Vous voyez, on parle d'un exemple précis, on parle d'un refus, on a tendance en fait à généraliser les choses. Alors que c'est juste dans un contexte en particulier. Donc le fait de vivre davantage dans l'instant présent permet de voir vraiment les contextes, d'analyser en fait les contextes par un contexte et d'éviter de pouvoir généraliser ça. Après, il y a aussi cette tendance que l'on a, c'est à filtrer l'information. Imaginez que vous avez tendance à... Alors là, ce qui me vient, c'est imaginer que vous faites une conférence et que vous avez une centaine de personnes devant vous et qu'il y a 99% de personnes qui sont ravies de votre conférence et il y a juste une personne en fait qui est mécontente et que vous bloquez en fait sur cette personne. Et que du coup, tous les 99 personnes qui sont là, qui ont apprécié votre conférence, vous en tenez pas compte. Parce que pour vous, en fait, vous vouliez en fait 100% de succès. Ensuite, sixième chose, c'est ce qu'on appelle, c'est très proche du filtre, c'est ce qu'on appelle le rejet du positif. C'est une tendance que l'on a à transformer les expériences neutres ou même positives en expériences négatives. Je vais vous donner un exemple après. Un enfant en fait qui a tendance à vivre des moments où, dans toute son enfance, il vit des moments où ça va bien, il rigole avec les copains, etc., il s'amuse, et puis il vit aussi des moments où voilà, ça va pas trop bien. Et que du coup, plus tard, quand il repense à son enfance, il se focalise uniquement sur les choses négatives qui sont arrivées, et du coup il a tendance à généraliser ça, et tout ce qui a été positif, c'est nié. Tous les comportements, les gestes d'amour qu'on a pu avoir vis-à-vis de lui, tout ça en fait c'est nié. Et du coup, ça contribue à faire grandir chez cette personne-là le sentiment soit qu'il n'a jamais ressenti d'amour, reçu d'amour, soit qu'il n'a jamais été inclus à la puissance, lui, avoir été rejeté. Donc ça permet en fait, ça filtre beaucoup d'éléments du lama. Donc on est obligé en fait de filtrer, il y a tellement d'informations en fait que l'on reçoit, qu'on est obligé en fait de filtrer certaines informations. Donc c'est des choses qui sont tout à fait naturelles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on est au courant de ces distorsions, c'est de changer de filtre, de voir en fait avec un filtre qui soutienne des valeurs importantes pour nous, qui soutienne notre bonheur, plutôt que de regarder la réalité, des aspects de la réalité, parce que c'est pas la réalité, regarder des aspects de la réalité qui ont au contraire en fait tendance à nous déprimer. La lecture de pensée. Donc, la lecture de pensée, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'interpréter les comportements des autres, de se dire que la personne a fait ça parce que ceci ou parce que cela, sans pour autant aller vérifier avec la personne si c'est juste ou pas notre interprétation. Tout simplement parce qu'on se base sur le fait que si moi, à sa place, j'avais fait ça, je l'aurais fait dans un but particulier, dans ce but-là particulier. Mais ça se trouve, l'autre personne est différente, elle a un autre but. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ça ou pas? Moi j'ai vécu cette chose. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Pour l'histoire de divorce, on est en train de séparer les biens mobiliers. J'avais fait une liste qui m'avait demandé de faire une liste de ce que j'en ai, ce que je lui gardais. Et il a fait la réflexion de dire c'est pas équitable. D'accord. Et moi j'ai été pendant 3 jours, j'avais peur, je me disais qu'est-ce qui va se passer encore, etc. Et après je me suis dit bah non, il a fait juste une réflexion. Voilà, ok. À ce moment-là, tu es revenu en fait au fait. Ouais. On verra bien évidemment après comment contourner ces distorsions cognitives. Ensuite, huitième distorsion, c'est la tendance en fait à la dramatisation. La dramatisation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pour un petit événement anodin, une personne a tendance en fait à exagérer et puis à se noyer dans un verre d'eau ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression qui dit ça? À s'en faire une montagne juste pour un petit truc. Un exemple concret, c'est bon là l'exemple n'est pas tout à fait, je ne plaît pas trop mais je vous le livre. C'est waouh, quelle erreur, je me suis trompé, c'est terrible, c'est effroyable, le monde entier va le savoir, je vais être déshonoré. Vous voyez un petit peu cette tendance à l'histrionisation.
En langage courant, on dirait la personne est hystérique. Elle exagère les choses. Ou encore, elle exagère. Un exemple, souvent avec les enfants, quand les enfants ont tendance à se sentir fautifs, vous avez l'enfant culpabilise, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, et quand l'adulte aura tendance à aller le voir et lui dire « Écoute, là, ce que tu as fait, c'est pas juste », et puis là, il va dire « Oui, mais c'est tout le temps de ma faute, c'est à chaque fois la même chose, etc. » Et puis, c'est bon, si c'est comme ça, moi je vais dans ma chambre. Vous voyez un petit peu le... C'est une façon, en fait, c'est une stratégie qui lui permet, lui, de sauver la face, en fait, de dramatiser à fond pour qu'après on le laisse tranquille. Ensuite, autre chose aussi qu'on a tendance à faire, c'est la minimisation. Alors, la minimisation, qu'est-ce que c'est? J'ai un exemple là qui me vient en fait d'un patient qui a tendance à ne voir en fait que ses défauts finalement. Et du coup, il a tendance à minimiser toutes les qualités qu'il peut avoir. Et quand on lui pose la question de ses défauts, il y a une liste comme ça. Et quand on lui dit, bon, et quelles sont vos qualités? Là, il y a juste 3 qualités qui ressortent. Donc c'est la tendance que l'on peut avoir en fait à minimiser le positif dans notre vie et à augmenter, donc dramatiser le négatif. Et la 10e, c'est ce qu'on appelle les raisonnements émotifs. Le raisonnement émotif, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions, en fait, quand elles nous arrivent, elles nous parviennent, elles sont tellement fortes qu'on a tendance à les croire pour vraies. Dans le sens où, parce que dans une situation, on va ressentir de la peine, alors on va croire en fait que cette peine, elle est réelle, alors qu'une personne, par exemple, imaginez que cette personne-là, qui dans cet état-là se dise « on m'a blessé », donc pour elle, sa réalité, c'est « on m'a blessé ». Pour elle, dans sa réalité, c'est « j'ai été humilié, j'ai été rejeté », etc. Et l'autre aura beau lui dire en face, il aura beau lui donner des explications sur « non, on ne l'a pas rejeté, on n'a pas voulu la blesser », dans son monde à elle, dans sa transe à elle, et je parle de transe hypnotique, dans sa transe, dans les pensées qu'elle se dit, pour elle, dans sa réalité, la personne l'a blessée. Alors qu'en réalité, la personne n'a pas dit les choses dans l'intention de blesser, mais elle le vit comme ça. Et elle le prend pour vrai. C'est ça les raisonnements émotifs. Ça vous parle aussi? Oui. Ouais. Donc ça encore, c'est une distorsion.